Aujourd'hui à RPM, le nouveau Hyundai Kona N-Line. Les constructeurs sud-coréens nous ont habitués à des designs qui frappent. Et c'est la culmination de cette tendance-là avec le Kona 2024. Tu y vas pas avec le dos de la main morte? Oui, c'est ça. En fait, le défi que Hyundai avait avec la nouvelle génération du Kona, c'était de garder le même esprit que la première génération. Ouais. D'un point de vue de design, la première génération, ça a marqué un grand coup au niveau du style pour le constructeur. Les gens ont beaucoup apprécié cette espèce de petite formule-là, très distinctive. On s'y est habitué aussi, là, quand Assez même, ça rapidement. paraît bien maintenant. Là. Effectivement. Et là, tu arrives avec une deuxième génération, il faut que tu maintiennes le même esprit si tu veux garder tes acheteurs. Oui. Et là, on arrive avec cette version-là. Le modèle que nous avons à l'essai, c'est le N-Line, donc le plus habillé de tous, avec une devanture qui est, somme toute, assez... soyons polis, frappante. Chargée. Effectivement. Mais on va commencer par le début, la bande transversale de Dell. Ça, je trouve ça très réussi. Je trouve que c'est distinctif, vraiment très bien intégré aussi à la carrosserie. Mais il faut dire que c'est un élément qu'on voit de plus en plus chez beaucoup de constructeurs, pour beaucoup de véhicules, mais souvent, c'est intégré au phare, alors qu'ici, elle est complètement détachée. Donc, c'est un élément distinctif unique. Du moins pour le moment. C'est ça. Et une chose qui est intéressante, c'est que c'est une pièce unique. Souvent, on va voir, c'est dans les phares, dans le milieu, dans les phares. Là, c'est une pièce unique. Ça, je trouve que c'est réussi. Caractéristique qui est reconduite de la première génération, les phares sont déstructurés. Maintenant, ils sont complètement déportés vers l'extérieur du véhicule et aussi beaucoup plus bas. Très exposés au risque d'impact, on va se le dire comme ça, parce qu'ils sont justement très, très bas. Oui, et la lentille ressort aussi du véhicule. C'est vraiment ce qui fait la pointe là, au tournant là, du véhicule. Donc, c'est vulnérable. Mais bonne nouvelle, derrière cette lentille, on est maintenant entièrement en Dell. Donc, on corrige un des gros défauts de la première génération, où là, on voyait à peu près rien avec les versions de base le soir venu. Là, c'est un problème qui est réglé. On se met à jour, là, dans le fond, parce que la concurrence est rendue aussi. Oui. Il y a 3 designs différents pour ce qui est de la portion avant, particulièrement. On a la version N-Line, donc la plus dynamique, la plus sportive du lot. Et on va se le dire, ça fesse d'en face. Bien, c'est parce que c'est chargé. Il y a des couches, ça finit plus. Le radar en plein centre, des trappes ici qui vont basculer pour laisser entrer de l'air. Empiècement de couleur carrosserie, c'est vraiment, vraiment lourd. Et même, on regarde le véhicule, puis on trouve des éléments comme les 2 petits empiècements ici qui, sont camouflés à travers tout ça. Mais finalement, qui en rajoute une couche encore une fois. En fait, au premier coup d'œil, c'est un véhicule, tu fais comme « Oh, j'aime ça ». Mais quand tu prends le temps d'analyser un peu plus le design, tu fais comme « Eh boy, il y a du stock. » Puis il y a ça aussi. As-tu pensé nettoyer ça? Bonne chance. Si tu veux te simplifier la vie, vas-y avec une version plus de base, Essential ou Preferred. Là, la devanture va être complètement différente avec des espèces d'empiècements plastiques contrastants. Ici, là, personnellement, je trouve ça très beau. Et on a évidemment sur ces versions-là le retour des arches contrastantes et le bas de caisse aussi. Personnellement, j'aime ça parce que ça vient un peu comme englober le bloc optique qui est moins mis en valeur avec ces versions-là. Personnellement, je trouve que c'est plus esthétique. Quoi qu'ici, c'est vraiment la devanture qui vole la vedette, mais c'est vrai que tu as raison, les phares paraissent quand même beaucoup. Et bien là, on culmine ensuite avec la version électrique qui, on va se le dire et on fera pas de détour, c'est vraiment laid. Parce que là, on simplifie beaucoup la devanture et honnêtement, je trouve ça affreux. C'est pas compliqué, j'aime vraiment pas ça. Je pense que c'est clair. La thématique se poursuit sur le côté du véhicule, le collier. Oui, et là, on a un lien filial très fort avec le Tucson et l'Elantra, l'espèce de Z dans porte. Honnêtement, c'est excessif. Mais tu vois, je l'avais quasiment pas remarqué à force qu'il y a d'autres éléments qui ont attiré mon attention, comme les roues, qui sont très belles. Les roues sont vraiment très belles. On a du 19 pouces sur N-Line. Les autres versions, ce sera du 17 ou 18 pouces. Sont vraiment belles, mais que je voudrais pas avoir à les laver. Si vous prenez ces roues-là, achetez-vous une petite brosse parce que vous allez vous faire suer à laver ça, c'est clair. Et latéralement, il y a tellement de plis, tellement de lignes, c'est vraiment surchargé. Par contre, il y a un aspect que j'aime, c'est le toit noir, qui est une option à 450 $. Je trouve que c'est réussi, ça donne un look encore plus chic au véhicule, dans la mesure où il peut être chic. Là. Ça finit bien le véhicule. Par contre, la fin du toit noir, là, est boy. On tombe dans le belling. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une version de course qu'on a entre les mains, c'est une version N-Line. Tu sauras que c'est un des VUS sous-compact les plus puissants. C'est totalement justifié, tu sais, pour faire une pression négative en arrière. Ça apporte rien, là. Ça apporte rien vraiment. Puis moi, je me dis, pourquoi on ne l'a pas mis en accessoire? Pour que les gens qui le veulent puissent l'acheter et peut-être diminuer le prix du véhicule, qui est quand même assez élevé, là, soit dit en passant. Ça marche pas, là.
j'haïs pas ça, mais ils sont peut-être un peu trop gros. Mais je trouve que c'est dynamique quand même. En tout cas, peu importe. Feu à l'arrière, on a une réplique carrément de ce qu'on a à l'avant, donc une bande transversale et des feux aussi qui sont vraiment placés très bas à l'image de à l'avant. Et bon, esthétiquement, je suis vraiment pas convaincu que je trouve ça beau. Je trouve qu'ils sont trop loin l'un de l'autre. Je trouve que ça manque d'harmonie. Mais pour le côté sécuritaire aussi, vous savez qu'on a critiqué beaucoup les constructeurs sud-coréens pour le positionnement, entre autres des clignotants qui sont dans le bas du pare-choc pour plusieurs modèles. Là, on les a remontés un peu, mais c'est encore trop bas. C'est encore bas. Il y a des berlines sur le marché qui ont des feux de position plus hauts que ça. Et là, c'est pas qu'on manque de place, là. Le véhicule permettrait d'avoir des feux plus hauts pour améliorer la sécurité. Donc ça marche pas. Ouais, c'est ordinaire. Mais au moins, tout est en dette. Plus bas, on a la version N-Line, donc on a 2 pots d'échappement bien mis en valeur dans une espèce de diffuseur. Ça cadre avec la version un peu plus sportive. Pour les versions Essential et Preferred, là, tout ça est assaigi. On ne voit plus de pots d'échappement et naturellement, la version électrique en a évidemment pas. J'ai envie de dire, c'est quasiment la partie du véhicule que je trouve la plus réussie à l'arrière. Je trouve que c'est quand même un peu plus sage qu'à l'avant. C'est un peu mieux fini, je Malgré l'aileron? Malgré l'aileron. C'est ça, là, je regarde de même, mais c'est très beau. Bon, qualité d'assemblage et peinture. Bien, on est à l'école des Coréens, donc l'assemblage, vraiment, c'est sans défaut réel. C'est très bien fait. Qualité de peinture aussi, c'est tout à fait dans la norme. Petite pelure d'orange, mais c'est conséquent avec le segment dans lequel le véhicule évolue. Grâce à ces mesures plus généreuses, prendre place à bord du Kona, c'est beaucoup plus facile que sur la précédente génération. L'ouverture est plus grande, la fenestration est plus haute. Par contre, l'arc de toit demeure incliné, donc les grandes personnes, soyez vigilants pour ne pas vous frapper la tête. Une fois en position, vous allez découvrir des sièges dans la version N-Line qui sont franchement étonnants, avec un très bon support et un excellent maintien dû à la présence d'une suédine dans la partie centrale. Un bon support au niveau des hanches, même chose au niveau du dos. Bon, si on se met à chialer un peu, on pourrait dire que l'assise pourrait être allongée une petite affaire, mais il reste que ce sont des sièges qui sont vraiment confortables. Au niveau de la visibilité, bien, encore une fois, on parle des mesures qui sont majorées. Le pavillon de toit est plus haut, donc la fenestration est plus grande. C'est un gain par rapport à l'ancienne génération, particulièrement à l'arrière où on ne voyait à peu près rien aux 3/4 et par la lunette. Maintenant, c'est nettement mieux que c'était. Par contre, la base du pilier A, elle, demeure assez large. Ça aurait pu être corrigé, mais c'est quand même pas une catastrophe. Au niveau du volant, présentation qui est très agréable avec une belle finition, beaucoup de texture. On a même une surpiqûre rouge au volant sur la version N-Line. Ça, je trouve que c'est quand même esthétiquement réussi. On arrive avec ce que Hyundai nous dit, une nouvelle instrumentation. Mais on va se le dire, ils ont changé le design graphique, c'est à peu près tout. Pour y avoir une variation, il faut jouer avec les différents modes de conduite. Et ça s'arrête là. On n'a pas profité du changement de génération et du nouveau système d'infodivertissement pour arriver, par exemple, avec une carte, comme on peut le voir du côté d'autres produits, dont Volkswagen. On n'a pas ça. On corrige une lacune de l'ancienne génération en retirant le fameux système d'affichage tête haute. Dans l'ancienne génération, honnêtement, c'était vraiment mauvais. C'est terminé, on n'a plus ça. Il y a une amélioration qui est très significative qui a été faite dans le Kona 2024 et c'est le premier à en jouir. En fait, on arrive avec un nouveau système multimédia beaucoup plus simple que précédemment, avec beaucoup moins d'icônes. Ces icônes, d'ailleurs, on corrige partiellement des critiques qu'on a portées aux produits coréens depuis plusieurs années. On vous disait, sont toutes de la même couleur, ça accroche pas l'œil, c'est difficile de s'y retrouver. Bien là, il y a beaucoup moins d'icônes et ils sont tous de couleurs différentes. Là, vous remarquez que c'est toutes des petites couleurs pastel. Donc, ça accroche pas encore tant que ça l'œil, mais c'est au moins beaucoup plus simple. Mais ce qui est le plus important, le système est à des années-lumière plus rapide que précédemment. Donc ça, c'est une correction qui est significative. Sous l'écran, on retrouve une réplique, dans le fond, des commandes du système multimédia. Pierre et Sam trouvent que c'est inutile. Personnellement, je vois encore un intérêt. Tout juste en dessous de ça, vous avez les commandes pour la climatisation à double zone pour la version Ultimate que nous avons à l'essai. Et c'est intégré dans des commandes qui sont très carrées. Personnellement, j'aime ça. Je trouve que ça fait années 80. Je trouve que c'est un petit clin d'œil qui est sympathique. Notez que les sièges chauffants sont de série sur le Kona. Climatisé, il faut y aller avec la version Ultimate. Et pour avoir le volant chauffant, là, il faut se diriger du côté de la version Preferred. D'ailleurs, vous retrouvez ces commandes-là ici à la console centrale, tout juste derrière la recharge par induction. La console, on arrive avec une nouvelle approche
on enlève tout. C'est pas compliqué. Donc, vous avez beaucoup d'espace, mais vous pouvez plus rien cacher. Et ça, je trouve que c'est un manque dans le véhicule. Oui, vous avez encore l'accoudoir, mais l'espace de rangement dessous est vraiment lilliputien. Ça, je trouve pas que c'est un gain. Par contre, vous avez beaucoup d'espace de rangement dans les portières, dans le coffre à gants. Et devant le passager, vous avez maintenant une nouvelle petite tablette qui permet un rangement supplémentaire. Ça, c'est bien. Qualité sonore aussi dans la version Ultimate avec un système de son Bose à 8 haut-parleurs. Toutes les autres versions, on sera limité à un système plus conventionnel à seulement 6 haut-parleurs. De manière générale, la finition à bord du produit, vraiment, elle est supérieure à la moyenne. Vous vous souvenez certainement l'an dernier, lorsqu'on vous a présenté le Honda HR-V, on a pratiquement réussi à arracher le tableau de bord. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas à bord du Kona. C'est extrêmement solide au niveau de l'assemblage. La finition aussi est impeccable. On est à l'école des Coréens, ce chapitre-là. Même les matériaux, il y a un souci du détail. La finition, les différentes textures, je trouve que c'est réussi et esthétiquement très, très agréable à l'œil. Et en terminant, la version N-Line vient avec des accents rouges qui dynamisent la présentation intérieure. Même si l'angle d'ouverture de la portière à l'arrière n'est pas particulièrement grand, on a une bonne ouverture dans la carrosserie, ce qui permet de se glisser à bord du véhicule à l'arrière assez facilement. Bonne surprise également en position. On a un siège qui est à la bonne hauteur, des bons dégagements. Je suis quand même assez surpris parce que l'ancien Kona n'était pas particulièrement accueillant de ce côté-là. Mais ici, on a vraiment des bons dégagements. On se sent bien à l'arrière du véhicule. Bonne visibilité vers l'extérieur également. Bon, c'est sûr que le toit ouvrant n'est pas particulièrement grand. Ça aurait été peut-être un ajout intéressant à avoir. Et d'autres ajouts intéressants, ça aurait été en termes de commodité parce qu'on n'a pas grand-chose. On a 2 prises USB, pas de bouche de ventilation, pas de siège chauffant. Quand même assez chiche comme équipement. On a heureusement un accoudoir central qui est positionné à la bonne hauteur. Même chose dans le coffre, on est assez chiche parce qu'on n'a pas de haillon électrique malgré le prix assez élevé du véhicule, mais on a toutefois une ouverture dans la carrosserie qui est quand même bonne, un seuil qui est bas permet d'avoir un bon accès, un sous-plancher également qui est volumineux avec un plancher qu'on peut abaisser pour augmenter le côté pratique du véhicule. Et bonne surprise, encore une fois, les volumes de coffre, on est à 723 litres avec les dossiers relevés. Et un coup, les dossiers rabaissés, on est à 1804 litres, ce qui est une augmentation de plus de 500 litres par rapport à la précédente génération, ce qui fait maintenant du Kona un véhicule qui est allègrement supérieur à la moyenne en termes d'espace de chargement. Merci, Michael. Luc Olivier, quand on regarde le Kona N-Line, on se rend compte qu'on a une apparence très sportive. Oui. Moi, j'ai hâte de voir si les performances sur la piste vont s'avérer sportives. Écoute, on a les chances de notre côté pour 2 raisons. C'est un des plus puissants du segment. Et à cela, tu ajoutes ce magnifique aileron. Hey, je sais pas si ça va faire une différence. On verra. Bon, Sam, j'ai activé le mode sport. Ben oui. On se lance. Ouais. Oui, c'est long au début. Oui, 23 500 tours minute, il se passe pas grand-chose. Après ça, les changements de rapport aux 6 000 tours minute. Quand même, ça, c'est correct. Oui, mais le troisième s'étire, là. Oui, vraiment. On sent vraiment que le constructeur a étiré les rapports, sans doute pour favoriser une bonne économie de carburant à, disons, à plus haute vitesse, à vitesse constante. Mais ça a un impact peut-être un peu négatif là, sur l'accélération. Là, je suis en accélération, en mode sport. Donne-moi un petit peu plus de punch. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est la fluidité au niveau des changements de rapport. Ah, ça, c'est vrai. Si on fait un comparatif avec l'ancienne génération qui avait une double embrayage à 7 rapports qui était, on va se le dire, une catastrophe d'ingénierie. C'était vraiment pas agréable. Là, on règle ce problème-là avec des changements qui sont beaucoup plus fluides que sur l'ancienne génération. Et là, ils étaient quand même un peu plus saccadés que si on opte pour les autres modes où là, vraiment, on sent à peine les changements de rapport. Donc, vraiment, ce qui a fait briller le Kona dans cet exercice-là, c'est la transmission. Mais ce qui fait pas tout, c'est le temps, là, par contre. Ouais, là, on s'excite un peu moins. 7,7 secondes. Ouais, c'est ça. On a beau avoir un des plus puissants du segment, c'est rien pour s'exciter vraiment. Non, effectivement. C'est dans la norme sans plus. Ouais. Exercice de freinage maintenant, 100 km/h 0 avec le Kona. Oui, on a besoin d'avoir une bonne puissance de freinage à cause de la vocation du véhicule, vocation urbaine, transport de famille, etc. Donc, il faut que ça marche. Là. Oui. On a atteint les 100 km/h et ça se passe maintenant. Hey!
Tu parles, c'est drôle, toi. Il y a un transfert de poids très important vers l'avant. L'arrière se soulève. Vraiment. Même dans la direction, pour rester linéaire, j'ai dû légèrement corriger. Ça, c'est plutôt inhabituel qu'on ait un mouvement de louvoiement aussi important que je doive corriger. Ben oui. Ça, c'est vraiment étrange. Bonne nouvelle, par contre, au niveau des sensations, au niveau du pédalier, on sent l'ABS travailler, on sent aussi qu'on est en plein contrôle du véhicule. Ça, c'est quelque chose que j'aime, on se sent connecté. Ben ouais, bonne nouvelle. Ça, c'est une caractéristique qui est intéressante, considérant justement sa vocation. Distance de freinage, 38,6 mètres. Ben, ça, c'est tout à fait décent. Je pense que Hyundai devrait retravailler les suspensions pour leur donner un peu plus de fermeté. Ça permettrait aussi de stabiliser le véhicule au freinage plus qu'actuellement. Oui, corriger aussi le louvoiement là, qui est assez présent quand même dans le comportement du véhicule. Ouais. Donc, resserrer un peu les boulons aussi du système de freinage pour offrir quelque chose de plus appuyé, plus constant peut-être dans la force de freinage. Ça permettrait d'avoir une meilleure trajectoire. On a une apparence sportive avec le Kona. On va voir maintenant s'il est capable de tenir ça. De tenir la route, oui, Ouais, c'est ça. Le Donc... slalom, c'est l'idéal. Et... Oui, mouvements de caisse sont prononcés quand même. Vraiment, les pneus chantent déjà, malgré le fait qu'on est sur du 2,35 et les suspensions s'accotent en hauteur. Honnêtement, on n'a pas assez de débattement. Bien, l'avant s'écrase, puis l'arrière opposé, lui, s'étire. Bien, c'est ça. Et ajoute à tout cela que les systèmes embarquent aussi. Ah oui. Le Kona n'aime pas du tout cet exercice-là. Ajoute à cela une direction qui est un peu déconnectée. J'ai fait mention tantôt qu'avec le pédalier, je me sentais vraiment connecté avec le véhicule. Et là, je me sens pas... lié au véhicule. Non, c'est ça. Puis dans un exercice comme ça, c'est ça qu'on veut vivre. Et là, d'autant plus qu'on n'a pas une version Essential ou Preferred. Là. On a une version N-Line. Quand on achète ça, c'est parce qu'on veut avoir le petit plus de dynamisme. C'est clair. Puis là, ben écoute, on l'a pas. On le cherche, mais on l'a pas. Il n'est pas ici, là. Évitement d'obstacles à 90 km/h maintenant. Il y a un point qui m'inquiète et ce sont les suspensions. Oui, quand même. On a vu les mouvements de caisse très prononcés au slalom, même au freinage. Oui. Et là, on ramasse tout ça ensemble dans une épreuve qui est quand même assez exigeante. Oui, et là, en tout cas, j'ai un peu peur. Hey! Les mouvements de caisse sont vraiment prononcés, hein? Bien, on s'y attendait, honnêtement. Bonne nouvelle, par contre, on a passé l'obstacle avec une certaine facilité. La distance est même quand même assez courte. Raisonnable. Je te dirais que ce qui vient vraiment sauver la mise, c'est la qualité de la direction. Encore une fois, elle m'a pas tant communiqué. Un peu plus que l'autre fois, par contre. Là. Dans les icônes, honnêtement, là, j'étais complètement déconnecté. Là, on dirait qu'elle était un peu plus en mode panique et je l'ai bien senti. Le sentiment est beaucoup plus rassurant par rapport à la direction. Puis, on l'a vu, ça a ballotté, mais au moins, les suspensions nous ont pas laissé tomber. Oui, même le système de freinage qui a de l'air d'avoir quand même bien performé pour raccourcir la distance de freinage autant que possible. Donc, oui, il y a les mouvements de caisse qui sont prononcés, mais à part de ça, ça fait bien le travail. Bon, oui, ça a bien passé l'épreuve. Freinage automatique d'urgence maintenant à 60 km/h. Quels sont les paramètres? 10 à 130 km/h pour détection de motos et de véhicules et 10 à 65 pour les piétons. OK. Bon, ça sonne déjà. OK. Hey, tout un roulement, on a fait tout ça. L'ABS, il y a eu un petit mode panique. Oui. On détecte quand même avec une bonne distance l'obstacle. Ça, c'est rassurant. Signal sonore, signal lumineux aussi. Mais j'ai trouvé que c'était un peu tardif au niveau de la réaction pour ce qui est du freinage. Ouais. Et bon, maintenant, on se rend compte qu'il n'y a aucune réaction de la part du conducteur. Là, c'est un freinage qui est très appuyé. Ouais. Généralement, les Coréens, c'est un peu plus souple que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un arrêt à une bonne distance de l'obstacle. Et c'est ça l'important. Exact. À la suite des épreuves sur la piste, on a un constat très clair et c'est par rapport aux suspensions. Oui, elles sont beaucoup trop souples. Très peu de dynamisme sur la piste et ça, c'est décevant. D'autant plus qu'on a la version N-Line. Ben oui. Donc, clairement, on aurait peut-être dû investir un peu moins sur la configuration de l'aileron pour mettre un peu plus d'argent au niveau des suspensions. Ouais. Mais on s'en va sur la route parce qu'elles vont peut-être démontrer leur confort et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Une bonne amélioration due au fait qu'on a un véhicule plus gros, c'est le sentiment de dégagement qu'on a quand on est assis à bord du Kona. C'est une grosse différence par rapport à l'ancienne génération. Mais, hein? Le tableau de bord est plus bas, fenestration plus haute, les piliers sont beaucoup plus minces que précédemment aussi. Vraiment, ça, c'est un gain majeur par rapport à l'ancienne génération. On était comme opprimés
à l'intérieur de l'ancien. Et là, ça a pris le bord. On est vraiment plus confortable. C'était trop petit. Dans certains véhicules, on se dit, ben, le fait d'avoir l'impression d'être confiné, c'est bon parce que ça donne un sentiment de conduite sportive. Mais là, on est dans un VUS compact. Est-ce qu'on peut avoir un sentiment de dégagement, s'il vous plaît? C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a. La console est basse, le tableau de bord est bas aussi. Vraiment, c'est des éléments qui améliorent le sentiment à bord du véhicule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Autre point qui a été grandement amélioré, c'est l'insonorisation. Hyundai a retravaillé au niveau de l'insonorisation des puits de roue et tous les caoutchoucs autour des portières pour vraiment minimiser l'impact auditif des bruits de roue. Ça, c'est vraiment une amélioration aussi. Ça contribue à ce que l'expérience soit plus agréable. Oui, ça donne le sentiment d'être dans un véhicule un peu plus haut de gamme, là, si on veut. Et ça colle un peu plus avec le prix plus élevé du véhicule aussi. Là, à un moment donné, c'est correct de payer plus cher, mais ça nous en prend un peu plus. Bien, c'est ça. On veut bien payer, mais donne-nous-en. Les suspensions revues aussi, plus confortables. On l'a vu sur la piste. Bon, au slalom, là, c'était moyen, mais ça paie une fois rendu sur la route. Plus souple, plus confortable. Donc ça, c'est une caractéristique que moi, je trouve intéressante parce qu'on passe beaucoup de temps sur la route. L'état de nos routes, on va se le dire, c'est en bas d'ordinaire. Et là, d'autant plus qu'on a des routes 19 pouces sur notre véhicule, donc les pneus sont petits, absorbent pas vraiment les aspérités de la route, mais la suspension molle donne un coup de main de ce côté-là. Elle compense en partie. On n'est pas chez Lincoln là, ou dans un véhicule ultra doux, mais disons qu'il y a une amélioration par rapport au Kona précédent. Ça, c'est quand même bon. Oui, vraiment. Mode de conduite, différentiel verrouillable, etc. Rapidement sur cet aspect-là. Mode de conduite, ça change absolument rien. T'en as 3-4, puis honnêtement, ça vaut même pas la peine d'en parler. Différentiel verrouillable, par contre, ça, c'est une caractéristique qui est reconduite de l'ancienne génération, qui était très agréable et qui l'est toujours. Situation difficile en hiver, ben vous pouvez verrouiller le différentiel. À cela, ajoutez que vous avez dans la version LSE une garde au sol de 8,3 pouces, ce qui est en haut de la moyenne du segment. Donc ça, c'est un autre point qui est positif. Parce qu'on vit au Québec, puis un bon pied de neige, on en a au moins une fois ou deux dans l'année. Puis c'est bien le fun quand on est capable de se déprendre avec son véhicule. Oui, ça améliore les compétences du véhicule dans des situations difficiles. Puis ça, ben il n'y a pas personne qui peut chialer contre ça. Non, on veut l'avoir quand on en a besoin, disons. C'est ça, système d'assistance à la conduite, ça a l'air de quoi, là? Parce qu'on nous dit le véhicule, la version Ultimate, est fardé de ces systèmes-là. Qu'est-ce que ça dit dans la vie de tous les jours? Ben, elle l'est, mais c'est rien d'impressionnant. Donc, honnêtement, magasinez pas le Kona pour ça. Vous impressionnerez pas personne avec ça. Là. Honnêtement, on n'est pas au niveau de ce que les modèles plus hauts dans la gamme de Hyundai vont offrir ou, évidemment, des modèles plus luxueux. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, ça va avec le prix aussi. C'est ça. Consommation de carburant, maintenant, on a une nouvelle transmission. Est-ce que ça donne un coup de main de ce côté-là? On a une nouvelle transmission, un véhicule qui est plus gros. Faut quand même souligner qu'on a un des véhicules les plus puissants dans son segment aussi, à 190 chevaux. Donc, on a une moyenne de 7,7 litres. Correct, là. Ben, c'est correct, c'est rien d'impressionnant. Ça fait le travail, mais évidemment, on aurait aimé peut-être une consommation un peu plus basse. Les pour, les contre. Du côté des pour, maintenant, l'aménagement intérieur, l'espace intérieur qui est beaucoup plus grand. Ça, c'est une caractéristique qu'on apprécie beaucoup. Le choix de motorisation que nous avons et, évidemment, aussi l'amélioration du comportement routier qui est notable. Du côté des points négatifs, maintenant, la hausse fulgurante des prix, ça, c'est difficilement acceptable. Le fait qu'on boude toujours l'hybridation pour le marché nord-américain et, finalement, le design, c'est rare qu'on va mettre le design comme un élément négatif ou positif, mais dans le cas présent, dû à la position des phares à l'avant, c'est contraignant pour la visibilité et ils sont très exposés au bris. Qu'est-ce qu'on fait? On recommande ou pas? C'est un véhicule qui a évolué, qui n'est pas une révolution par rapport à ce que c'était auparavant. Donc, c'est un véhicule qu'on continue de recommander comme la précédente génération. Parfait. Merci, les gars. Et à la maison, croyez-le ou pas, ça fait 25 ans qu'on vous présente RPM. On vous a préparé une série de capsules qui nous promènent dans le temps, là, qui nous rappellent des choses intéressantes. On regarde ça.